ce soir. Et du coup, pour qu'on démarre à l'heure, je vous propose qu'on attaque. Et du coup, je vais laisser la parole. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je m'appelle Agathe Desséry et je travaille donc pour Junia Alumni. Et je suis responsable de tout ce qui est club professionnel et accompagnement carrière. Et du coup, je vais laisser la parole à Stéphane et à Caroline qui vont vous présenter le lancement le club professionnel agriculture de demain que l'on lance ce soir. Merci. Et bonsoir à tous, ceux qui sont là et ceux qui sont de loin. Donc, je m'appelle Caroline Acco, je suis ingénieure ISA 2005. Donc, on a l'honneur de faire notre première intervention ce soir. Donc, c'est juste le club qui a été créé il y a 2 mois maintenant à peu près. On a vraiment mis en place ces choses depuis 1 mois de façon concrète. Donc, nous sommes plusieurs ingénieurs à vouloir lancer une thématique agriculture de demain. Et donc, ce soir, on fait notre première conférence. Et donc, Stéphane va vous expliquer tout le domaine qu'on va prendre en compte dans ce club expertise agriculture de demain. Et puis aussi, vous présenter notre intervenante ce soir, qui nous fait la joie d'être avec nous. Merci beaucoup. Merci Caroline. Donc Stéphane Brabant, ingénieur ISA promo 29. Je suis content d'être ici au niveau de Junia Alumni avec ceux qui sont en présentiel et puis ceux qui sont derrière leur écran. Donc aujourd'hui, on va lancer le club agriculture de demain. Alors un club d'expertise au niveau agricole, puisqu'on est quand même des ISA. Et le but étant de parler d'agriculture, mais dans tous ces domaines très vastes et aussi tous les domaines du futur qui s'offrent au mot agriculture. Alors on va ouvrir ce club à l'ensemble des acteurs du monde agricole. Et les ingénieurs et les étudiants pourront participer à ce club. Un club agriculture de demain, c'est un lieu d'échange sur les évolutions et la réinvention du secteur agricole avec des multiples objectifs. Le premier, c'est d'échanger autour des innovations de l'agriculture dans les prochaines années. On est dans un domaine qui bouge très vite. Débattre autour d'un intervenant leader dans son domaine à chacune de nos interventions. Visiter des exploitations agricoles et découvrir de nouveaux procédés agricoles, présenter les rôles de l'agriculture dans l'environnement, les technologies, l'innovation et la production d'énergie verte, aborder les marchés agricoles et leurs débouchés, et échanger sur le financement de l'agriculture, l'éthique et le rôle sociétal de l'agriculture. Enfin, s'ouvrir l'esprit et tisser des liens, entretenir son réseau et sa culture agricole. C'est aussi le rôle de Junia Alumni. Donc ce soir, pour lancer la première manifestation du club Agriculture de demain, on a pensé à faire intervenir Christophe Dequitte. Christophe Dequitte, c'est un conférencier, c'est un écrivain, c'est un professeur, c'est un grand globe-trotter qui a étudié, je pense, beaucoup l'agriculture française, l'agriculture européenne, l'agriculture mondiale. Et je pense qu'aujourd'hui, c'était lui le mieux placé pour nous parler d'agriculture actuelle, mais aussi d'agriculture de demain. Donc, on peut accueillir Christophe et puis l'applaudir, je pense. Merci. Merci à tous. Donc, pour qu'on soit bien d'accord et sur l'étendue de mes propos, aujourd'hui, j'ai appris une chose, et notamment pour ceux qui nous regardent sur Internet. Je vais dire un peu comme Gabin. Plus ça avance, moins j'ai l'impression d'en savoir. Et moins j'ai des idées tranchées sur ce que je vais aborder avec vous. Parce qu'on s'aperçoit qu'on est effectivement dans un monde qui évolue beaucoup. Et notamment, c'est pour ça que j'ai appelé la conférence d'aujourd'hui, qui se veut être simplement vous donner quelques axes de réflexion pour votre club. D'abord, Stéphane, merci d'avoir pensé à moi, parce que c'est toujours très intéressant de pouvoir le faire. Et je pense qu'on est vraiment à une croisée des chemins, comme on a rarement été au niveau de notre monde, sur à peu près tout. Bon. Donc, on va discuter aujourd'hui. Je vais vous donner 5 axes sur lesquels votre club pourrait réfléchir, pourrait faire intervenir effectivement des experts et qui paraissent aujourd'hui parmi les 5 axes majeurs dont doit faire face l'agriculture. Alors, Lisa, c'est une vieille connaissance pour moi. Alors, je vais décevoir un certain nombre de gens qui sont sur Internet et des gens dans la salle. Je m'appelle Christophe Dequitte. J'ai un homonyme parfait qui est né la même année, qui est agriculteur et qui a fait l'ISA. Je n'ai pas fait l'ISA, malheureusement, sans doute.
Nul n'est parfait, n'est-ce pas? Mais je l'aime beaucoup, mon cousin, c'est à 8 générations, il produit des patates, il est remarquable, il est à côté de, il est dans le Pas-de-Calais, donc on se connaît un petit peu. Moi, j'ai fait une école qui s'appelle l'IEDRA, qui est l'Institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole, et j'ai une maîtrise de droit rural, donc ce qui m'a permis un petit peu d'avoir une autre vision des choses. Mais j'interviens, alors c'est étonnant, mais j'interviens à l'ISA depuis 1984. Donc vous ferez le décompte, j'ai du mal à faire du calcul mental, mais ça fait quelques années. Et donc j'ai vu une évolution dans les étudiants, et ce qui me frappe le plus, et ce que je leur dis le plus, c'est que quand je suis rentré à l'ISA, il y avait 2 filles par promo. Aujourd'hui, la majorité des promos sont en majorité, on trouve plus de filles que de garçons. Et l'esprit a complètement changé et on a une espèce d'évolution dans l'agriculture et dans le langage qui est complètement différent et qui est beaucoup lié à cette évolution de l'agriculture et le verdissement de l'agriculture qu'on connaît. Donc c'est certainement des très bonnes choses, mais ça a un impact, c'est certain. Enfin, on a discuté avec Xavier Leprince tout à l'heure. C'est vrai qu'on se retrouve face à des prises d'opinion extrêmement tranchées. Et donc, vous aurez l'occasion certainement de pouvoir en discuter lors de vos différents entretiens. Alors, bon, je vous ai mis 5 axes. On va y aller. Est-ce que si je fais ça, ça marche? Bon. Ou je dois appuyer où? Donc, c'est toujours les soucis techniques. Donc, voilà. Bon. Donc, voyage au cœur d'une agriculture en ébullition. Comme je suis quelqu'un d'un peu poli, je vais me présenter en quelques mots, mais moi, je ne suis pas très copain avec ça. Alors. Ouais, et là, tu sens. Ouais, ça fait longtemps que le... Donc, il y en a reconnu que ta main. Donc, simplement, je m'appelle Christophe Dequitte et la personne que vous voyez sur la photo, c'est mon épouse qui est dans la salle. Merci d'être là. Et effectivement, cette photo a été prise en Chine. Donc, j'ai créé 2 entreprises, une qui s'appelle Christophe Dequitte Communication, qui avait pour vocation d'être consultant dans des entreprises agricoles et notamment dans des coopératives et des négoces agricoles. Après une vingtaine d'années de direction de la communication et du marketing dans un certain nombre de grands groupes et des postes dans des comités de direction. Ensuite, j'ai créé une institut agricole qui s'appelle Campus Triangle, dont j'ai été président et fondateur pendant très très longtemps, que j'ai cédé il y a 2 ans, qui a formé 1500 jeunes agriculteurs à prendre des responsabilités dans les organisations professionnelles. Et puis, en parallèle de ça, bon, il y a eu l'enseignement à Lille, mais il y a aussi l'enseignement à Paris. Et puis, comme j'étais journaliste pendant 3 ans dans ma vie, je continue à piger régulièrement dans les journaux de la France agricole, parce que quand vous avez écrit, vous avez toujours envie d'écrire. Ce qui m'a amené à écrire 3 livres. Le premier, Le Tour du monde des moissons, qui a résulté de 13 mois de voyage à travers le monde à la poursuite des moissons. Et comme il y a une moisson en permanence dans le monde, il a suffi de les suivre dans le monde, qui a fait un premier bouquin. Décembre 2016, vous voyez, donc vous n'essayez pas de l'avoir sur le net parce qu'il n'y en a plus. On en a vendu à peu près 4500, ce qu'on appelle un succès d'imprimerie. On en a sorti un 2e qui s'appelle Le Tour de France des jeunes talents de l'agriculture, qui est sorti en 2018. Là, il est encore disponible. Et c'est un panorama de ce que peut être aujourd'hui l'agriculture, mais surtout de ce qui sera demain à travers le témoignage de 50 jeunes agriculteurs. Et puis, il y en a un qui sort le 4 novembre, vous voyez, c'est d'actualité, qui s'appelle Le Tour d'Europe des dynamiques agricoles. Donc, on finit la trilogie, on finit ce voyage de maintenant 7 ans dans le monde, avec un voyage dans les 27 pays européens pour y trouver, pour chaque pays, quels sont les axes majeurs de ce pays en termes d'agriculture et pour voir si au niveau de l'Europe, ça peut faire une synergie intéressante. C'est basé, donc là aussi, il y aura beaucoup de témoignages d'agriculteurs, puisqu'il y en a 18, et il y a 7 scénarios complètement inédits à 2050 de ce que pourra être l'Europe. Donc, on va entamer simplement les 5 temps de réflexion que je vous propose. Le monde change, sauf l'équation alimentaire. On vous en parle beaucoup, mais je trouve qu'on en parle de moins en moins. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de verdissement, on parle beaucoup de bio, on parle beaucoup de la planète, du climat, mais on parle de moins en moins, et plus ça avance, moins on parle du milliard d'individus qui meurent de faim sur Terre ou qui sont sous nutrition, en sachant que ce chiffre, avec le Covid, est reparti à la hausse. C'est-à-dire qu'on avait réussi à le faire descendre, et puis on est reparti à la hausse. La deuxième chose, c'est qu'on parlera de l'Europe, et je pense qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on dit beaucoup de choses sur l'Europe, mais on est pionnier notamment dans le développement durable, et j'essaierai de vous le prouver. Et pour tout ce que j'entends sur l'Europe,
ça me désespère un peu quand on voit les efforts qui peuvent être faits, et notamment au niveau du Green Deal. On remettra ça sur la table. Le renouvellement des générations, bien évidemment, qui est directement lié au bouquin qu'on a pu faire. La disponibilité des terres, vous verrez, il y a le nombre de terres qui disparaissent. Et c'est assez étonnant de voir la répartition aujourd'hui des terres arables dans le monde et la disponibilité qu'on a. Et puis le dernier, on parlera forcément du consommateur. Et j'avais plutôt tendance à dire le consomme-acteur, puisqu'on en parle de plus en plus. Donc, diapo suivante, le monde change. Vous voyez, on est passé effectivement de la force animale à la force mécanique, et aujourd'hui, on est au drone. Donc, tout ça va très, très vite, et ça laisse forcément, plus ça va vite, plus vous laissez les gens sur le bord du chemin. Et donc, vous avez des agricultures à plusieurs vitesses, et notamment quand vous faites le tour d'Europe, c'est assez étonnant de voir comment les agricultures sont différentes et comment c'est encore plus différenciant d'un pays à un autre. Vous prenez un pays comme la Bulgarie où à peu près moins de 5% des exploitations représentent 90% du territoire. Donc on en est très très loin chez nous, mais les différenciations et les écarts types s'agrandissent de plus en plus dans les pays, et notamment si on prend au niveau du monde, entre des pays dits développés et des pays en voie de développement et d'autres qui se croient développés. Donc diapo suivante. On n'a jamais eu, et les étudiants le sentent bien, on n'a jamais eu une situation parfaite par rapport au changement, et notamment une situation où vous avez des changements majeurs, mais qui sont simultanés. C'est-à-dire que traditionnellement, on avait des changements, mais ils n'étaient pas simultanés. Donc on a, vous voyez les changements, et notamment vous avez en même temps des changements liés à la mondialisation, des changements liés aux technologies, à l'environnement, aux politiques, et notamment à la versatilité des politiques et à la géostratégie. Vous savez comme moi que quand M. Poutine décide quelque chose, ou quand M. Trump, ex-président des États-Unis, décidait quelque chose, ça peut faire varier les choses considérablement. Et Dieu sait si l'embargo russe nous a joué des tours. Et aujourd'hui, vous avez des décisions qui sont prises au niveau chinois, turc, et aux États-Unis ou au Brésil, qui peuvent changer complètement la donne en très peu de temps. Donc, nous avons à faire face à ça, tous autant qu'on est, et tous les gens qui sont dans la salle, comme les gens qui sont sur Internet. Et nous avons à faire en agriculture, mais à peu près en tout. Donc, la mondialisation, elle n'a jamais été aussi forte. Elle est très présente et elle continue, lentement mais sûrement. Donc, ça fait des interdépendances très fortes. Et notamment, vous voyez un certain nombre de pays qui sont leaders et qui tirent les autres. Et on sait qu'au niveau agricole, notamment, la répartition est extrêmement mal faite. La répartition de production est extrêmement mal faite. C'est-à-dire qu'il y a peu de pays qui produisent pour nourrir l'ensemble du monde. Et il y a beaucoup de pays qui n'arrivent pas à se nourrir parce qu'ils n'arrivent pas à produire chez eux. Ensuite, vous avez la technologie, et Dieu sait si la technologie va vite. Et nous, notre génération, on est dépassé par rapport à beaucoup de choses. Mais regardez ce que je vous disais, entre l'attraction animale jusqu'au drone. Ensuite, l'environnement, c'est un thème majeur, et notamment qui a lieu d'être. Et on ne peut pas nier aujourd'hui un réchauffement climatique. Ce qu'on peut peut-être plus discuter, c'est sa vitesse, c'est les solutions qu'on doit trouver. Mais sur le réchauffement climatique, il n'y a rien à dire. Et puis, le politique, vous avez un Emmanuel Macron qui arrive au pouvoir. La première chose qu'il dit, on va tout changer. Et qu'est-ce qu'il nous fait au niveau agricole? La première chose qu'il nous fait, c'est les états généraux de l'alimentation. Chercher l'erreur. Moi, ça me choque beaucoup. Et j'étais à Bruxelles plusieurs fois ces derniers temps, et je disais ça à des étudiants cet après-midi, et ça les a complètement scotchés. Je leur disais que le mot agricole ne va pas disparaître du vocabulaire, mais il va disparaître du vocabulaire politique, sans doute. C'est-à-dire que quand vous allez à Bruxelles aujourd'hui, ou quand vous allez dans les instances parisiennes, on ne vous parle plus d'agriculture, mais on vous parle d'alimentation. Le maître mot aujourd'hui, c'est l'alimentation. Et l'agriculture ne devient plus qu'une source industrielle. C'est-à-dire qu'on a l'impression, nous les économistes, on a l'impression qu'on veut rayer ce fameux premier secteur de l'économie. Il y a le premier secteur qui est donc lié à l'agriculture, le second lié à l'industrie et le troisième lié aux services. On a cette curieuse impression, c'est qu'on a envie de rayer ce premier secteur, et on le comprend à Bruxelles, puisque c'est le premier facteur de coût du budget européen. Donc si on le raye, ce sera très bien, on va faire rentrer ça dans l'industrie, et l'agriculture ne sera plus qu'un support pour l'industrie agroalimentaire. Première idée sur laquelle vous pouvez faire un très beau débat, et je
pense qu'on n'en est pas loin. Vous verrez, croyez-moi, et vous retiendrez ça, sur nos politiques et cette volonté de faire de l'agriculture un secteur industriel comme les autres. Et puis la géostratégie, vous savez bien qu'il y a des gens qui jouent, et qui jouent notamment avec la santé, mais qui jouent aussi avec la faim dans le monde, et ça, c'est pas nouveau. Diapo suivante. Ça marche? Super. Bon, diapo suivante, je vous ai dit, il y a beaucoup de changements, c'est rapide, c'est simultané, mais il y a une chose qui ne change pas, et dont je vous disais qu'on en parlait pas régulièrement, et quand on est rentré dans le tour du monde avec ma femme Sylvie, nous on a essayé de faire des télés, etc., pour expliquer qu'il y avait des gens qui mouraient dans le monde, qui mouraient de faim dans le monde, et ça n'a intéressé personne. Vous ne nous avez pas vus sur TF1, vous ne nous avez pas vus sur les chaînes généralistes. La seule chaîne que j'ai pu faire, c'est BFM. Et je vais vous raconter une anecdote. J'ai été faire un débat agricole et le type qui était en face de moi s'appelait Hugo Frey. Génial, un mec merveilleux, 95 ans ou 92 ans, plein d'idées. Et il a expliqué aux journalistes que l'agriculture, c'était le topinambour. Parce que durant la guerre, le topinambour servait à faire de l'éthanol qui faisait tourner les voitures. Et il a plus de crédibilité qu'un mec qui venait de passer 2 ans à voyager partout dans le monde, qui avait rencontré 500 personnages politiques, qui lui avaient à peu près expliqué ce qu'étaient les filières dans le monde. Donc, pour vous dire à quel point on peut aussi discuter d'agriculture, et il faut un petit peu de sérieux. Donc, il y a une chose qui ne change pas, l'agriculture, ça nourrit. Et que sans cette agriculture, on ne vit pas. Et que cette agriculture entraîne un certain nombre d'insécurités dans le monde, mais entraîne des rivalités, des stratégies. Regardez ce qui se passe aujourd'hui entre l'Éthiopie et l'Égypte, les sources du Nil. On crée un barrage en Éthiopie, on a failli avoir la Troisième Guerre mondiale qui a eu lieu au nord du Moyen-Orient, simplement pour une question d'eau. Donc il y a des rivalités il y a des pouvoirs. Et puis il y a 2 choses qui changent beaucoup et qui sont prégnantes très fortement aujourd'hui, c'est la climato-dépendance de l'agriculture. Et regardez ce qu'on vient de vivre la saison 2021. Le ministère de l'Agriculture espagnol vous annonce que 20 à 25% des terres deviendront des déserts dans une quinzaine d'années. On n'est pas au bout du monde, hein, c'est chez nous. Hein. Donc, il y a une climato-dépendance qui va être de plus en plus forte. Vous allez avoir des cycles qui vont faire que la disponibilité, et on n'est pas à l'abri un jour d'avoir un manque d'une d'une culture quelconque et qui pourrait nous faire revenir à des choses un peu plus réalistes par rapport à ce qu'on peut entendre. Et puis la deuxième chose, c'est l'aliment santé qui est devenu, pour nos pays de nantis et nos pays de bourgeois, on ne se pose pas la question de savoir effectivement ce qu'on va manger demain, puisque de toute façon on aura à manger. Mais maintenant on se pose la question comment on va manger et on devient ce qu'on appelle un consommateur. J'ai beaucoup choqué les étudiants de l'ISA. Il n'y a pas très très longtemps, je le faisais encore, je ne le fais plus parce que c'est trop choquant, en commençant mes interventions en disant 1, 2, 3, 4, 5, 6, un enfant est mort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, un deuxième enfant est mort. Et je refaisais ça 3 ou 4 fois en expliquant que c'était à la FAO, un président de la FAO qui avait fait ça devant l'ensemble des chefs du gouvernement et que ça avait beaucoup marqué. Eh ben, quand on parle d'aliments santé, de temps en temps, il faut revenir à des réalités. La réalité du monde, c'est aussi qu'aujourd'hui, il y a encore un enfant qui meurt, peut-être pas toutes les 6 secondes, mais peut-être toutes les 7 secondes. Bon, de faim. Hein. Derrière, ce que je voulais vous montrer, c'était cette évolution de la population. C'est que si on dit que le climat évolue de façon très rapide, la population aussi. Et qu'aujourd'hui, c'est assez étonnant, c'est qu'on n'a aucune idée, et les démographes sont incapables de vous le dire, combien on sera en 2050. Est-ce qu'on sera 8,7 milliards ou 10,8? Ça veut dire qu'il y a à peu près 10-15% entre les deux. C'est pas très sérieux, mais est-ce qu'on peut nourrir autant de personnes sur le monde? Mais surtout, comment est-ce qu'on va continuer de façon exponentielle ce genre de choses? Et si on continue, nourrir le monde, c'est 230 000 bouches en plus tous les jours. C'est 230 000 bouches tous les jours. C'est une urbanisation croissante avec effectivement des régimes alimentaires qui sont totalement différents, puisque depuis 2007, vous avez plus de 50% des gens qui habitent dans des villes par rapport à la campagne, et qu'aujourd'hui, on estime qu'en 2050, il y aura 70% des gens qui vivront à la campagne. Alors pourquoi les agriculteurs
quittent la campagne. Et on pourrait faire une belle conférence, Stéphane, là-dessus. C'est les gens les plus pauvres du monde, à peu près partout, c'est les paysans. Sauf peut-être en Europe, parce qu'on a une politique agricole commune qui leur permet de vivre un peu plus décemment. Donc, et puis la ruralité, donc il y a 3 milliards effectivement de personnes qui habitent en ruralité. Mais quand on regarde où ça va se passer essentiellement en Afrique. Ça va se passer essentiellement en Afrique, puisque sur les 9,8 en 2050, sur les 9,8 milliards qu'on pense, il y en aura 2,5 qui seront en Afrique, et qu'on estime que 50 ans plus tard, il y aura quasiment 40% de la Terre qui habitera en Afrique, alors que l'Asie était le continent prédominant. Donc derrière, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ce monde, il est jeune. Il est jeune et on a 3 milliards de personnes qui sont jeunes et qui ont moins de 25 ans. Et que ces gens-là sont essentiellement dans un pays qui est l'Afrique. Donc ne vous étonnez pas si vous avez des migrations. Et nous, effectivement, on a la chance de pouvoir avoir une maison pas très loin de Boulogne-sur-Mer, dans un tout petit patelin qui est à côté de Boulogne-sur-Mer. Tous les jours, il y a des migrants qui sont arrêtés. Et tous les jours, il y a des gens qui essaient de passer à travers, sauf en ce moment avec les tempêtes, mais ils sont dans les dunes et ils sont prêts à partir. Donc ne vous étonnez pas, ce qu'on voit aujourd'hui n'est que le petit dôme de l'iceberg, et il y aura de plus en plus de migrations, pas seulement pour la faim, mais en grosse partie pour la faim. Donc si on ne va pas les aider, ils viendront manger chez nous, assez naturellement. Et vous savez comme moi que la pire des choses qu'on puisse imaginer, c'est de voir un de ses enfants mourir de faim. Donc ils migreront à nous. Ce que je vous disais, alors je vais aller vite, en 2007, nous sommes passés à plus de 50% de personnes qui habitaient dans des villes par rapport à la campagne. Il est dit à peu près, il y a un consensus là-dessus, qu'il faudra en gros 70% de plus de production agricole en 2050 pour pouvoir nourrir la population. Et donc, on peut se poser des questions sur comment nourrir une population si on est dans des politiques de décroissance ou si on est dans des politiques qui font de telle sorte qu'on produit un peu moins. Bon, quand on est riche, c'est plus facile que quand on est pauvre. Derrière, c'est pareil sur la production animale. On s'aperçoit que c'est exponentiel sur la demande, et notamment la demande de volaille et la demande porcine, malgré certaines religions qui ne l'acceptent pas. Vous regardez, et la seule chose que je vous demande de regarder dans ce schéma, c'est de regarder ce chiffre qui est assez étonnant. C'est qu'en 2010, un homme sur 6 dépendait du marché international pour pouvoir se nourrir, et qu'en 2050, ce sera la moitié de l'humanité. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est exponentiel sur le phénomène qu'il y a de moins en moins de pays qui produisent, et de plus en plus, la concentration de production est de plus en plus forte dans un certain nombre de pays. Et que la logistique va être un facteur considérable, et que demain, il y aura la moitié de l'humanité qui devra compter sur un autre pays pour pouvoir se nourrir. On a la chance, nous, Français, de pouvoir, et nous, Européens, de pouvoir nous-mêmes nous nourrir. Mais n'oubliez pas que certains pays européens sont un peu plus décalés que d'autres. À la frontière bulgare, entre la Bulgarie et la Turquie, vous avez des gens qui sont sous-nourris. Alors, il n'y en a pas qui meurent de faim, a priori, en Bulgarie, mais on n'en est pas très très loin. Donc, ce n'est pas à 10 heures d'avion d'ici, hein. C'est en Europe et sous le même régime de la communauté européenne. OK ? Alors, ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. N'oublions jamais cette notion de nourrir l'humanité et de nourrir les gens et de façon correcte. La deuxième, c'est l'Europe pionnière sur les enjeux climatiques. On a, au niveau européen, décidé avec l'élection des députés européens en 2019, la présidente, donc Ursula, vous me passerez son nom, c'est un petit peu compliqué, même si je suis moitié flamand. Donc Ursula a décidé qu'effectivement, on allait prendre un biais qui était le Green Deal. Et le Green Deal, c'est fondamental. Vous verrez la diapo suivante, vous allez vite comprendre. Le Green Deal, c'est que l'Europe veut être le premier continent à atteindre la neutralité climatique et la neutralité carbone. Et on parle effectivement de réduire de 55% les émissions carbone à 2030 et d'arriver à la neutralité carbone à 2050. Je vous rappelle, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, Poutine a déclaré cette semaine que son objectif était la neutralité carbone à 2060. Donc on a déjà 10 années
on gagne 10 années en Europe. Que le financement de ce Green Deal était un tiers des 1800 milliards, donc on ne sait plus ce que ça veut dire, hein, des 1800 milliards du budget de relance. C'est-à-dire qu'on va mettre dans le Green Deal un tiers, effectivement, de ce budget de relance, qui est considérable. Et que, en fait, vous regardez, le pacte vert européen, donc ce fameux Green Deal, regroupe l'ensemble des industries, regroupe l'ensemble de l'économie. Et puis, il y a un tout petit place pour ce qu'on appelle farm to fork, que nous, Français, traduisons toujours par de la ferme à la table. Ce qu'il faut, c'est de la ferme à la fourchette. Bon, vous allez me dire, c'est peut-être un peu la même chose, mais si on pinaille, ce n'est pas tout à fait la même chose. Si on revient en arrière, le farm to fork, c'est un compromis sur la PAC et c'est surtout une action pour 2030 qui est en concordance avec la PAC. C'est-à-dire que ce n'est pas la PAC. C'est-à-dire que le farm to fork rentre dans le Green Deal européen et en parallèle, vous avez la PAC. Et je vous donne mon pari, deuxième idée que je voulais vous faire passer, c'est que, et je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est qu'on ne parlera plus d'agriculture, mais d'industrie agroalimentaire en 2030, et que le farm to fork englobera la politique agricole commune, qui risque à terme de disparaître en tant que telle sous le terme politique agricole commune. Okay, donc l'Europe se propose des actions très concrètes, vous allez les voir, et pour les gens qui sont agriculteurs dans la salle et qui nous écoutent, c'est pas des petites choses. Donc, globalement, la stratégie de la ferme à la table ou de la ferme à la fourchette, c'est de réduire l'empreinte climatique, c'est de faire une transition mondiale sur la durabilité, c'est d'exploiter toutes nouvelles opportunités et les innovations dont parlait Stéphane tout à l'heure, et de se mettre dans un système résilient et solide, mais qui nous permet à nous, Européens, de nous nourrir, mais pas forcément le monde. Concrètement, les défis alimentaires de l'Union européenne, dans la durabilité sociale, on parle beaucoup de bien-être animal. Bien, c'est bien, certainement. Ça nous vient de Suède. On parle de régime alimentaire plus sain, c'est-à-dire que nos petits chéris doivent mieux manger. Nous devons mieux manger, mais sur quels critères ? Ce n'est pas tout à fait défini. On parle de droits sociaux des travailleurs à la chaîne alimentaire. On parle d'alimentation accessible financièrement. Donc, vous voyez, il y a un grand volet social, il y a un grand volet lié à l'environnement, lutter contre le changement climatique. Heureusement, c'est une bonne chose. Une protection de l'environnement, comment on y va, une préservabilité de la biodiversité, bien évidemment, une réduction des pertes et des gaspillages. Je vous rappelle qu'on estime aujourd'hui que 30% des productions agricoles sont perdues d'une manière ou d'une autre dans le monde. Dans les pays, j'allais dire, qui sont plus en voie vers le développement, c'est perdu au champ ou dans les logistiques ou dans la logistique. Chez nous, c'est plutôt perdu au niveau de la table ou perdu dans les cantines où on finit pour des assiettes, etc. Où nos frigos sont jetés en partie. Et là-dessus, l'Europe est largement en avant et la France est pionnière. Enfin, il y a la durabilité économique. On se dit, peut-être qu'on veut encore des agriculteurs, quoi. Peut-être qu'ils servent encore à quelque chose. Donc, il y a une durabilité pour une équitabilité entre ce qu'on va donner à l'agriculteur pour qu'il produise, pour qu'il puisse vivre et pouvoir investir. Et puis, il y a une transition qui se veut juste, mais on ne parle pas beaucoup du consommateur, et notamment de l'honnêteté du consommateur entre faites ce que je dis et pas ce que je fais. C'est-à-dire qu'ils veulent tous de l'alimentation sain, loyale et marchand, bio ou pas, mais personne n'est prêt à le payer, ou peu de gens sont prêts à le payer. Je vous rappelle quand même que le bio ne représente que 6% globalement de la consommation française. Si on en croit les journaux, si on écoute tout ce qu'on nous dit, on a l'impression qu'il n'y a que ça qui domine et que c'est largement excédentaire. On est à 6%. Et que dans les pays d'Europe, dans au moins 15 pays d'Europe, cette consommation bio est à moins de 2%. Bon. OK, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Alors, les objectifs, c'est simple. Hein. Dans ces cas-là, on joue le bâton. Hein. On joue ce qu'on a voulu faire en France à travers les différents Grenelles en disant on va réduire. La première chose, c'est qu'on dit de façon péremptoire, on va réduire de 50% l'utilisation des pesticides chimiques. Après, on va réduire de 50% l'utilisation des pesticides les plus dangereux. Et ça veut dire quoi ? Pourquoi ils n'ont pas mis 60 ? Pourquoi ils n'ont pas interdit totalement ? C'est-à-dire qu'on se lance des défis comme ça sans avoir aucune solution de rechange.
C'est-à-dire qu'on décide en France, en Europe, dans le monde, de ne plus utiliser de glyphosate, pourquoi pas? Mais à condition qu'on puisse donner aux agriculteurs de quoi cultiver, puisque c'est un produit majeur. Maintenant, vous avez 50%. Après, on dit on va réduire les pertes de nutriments de moins 50% pour qu'on ait 20% de moins d'engrais chimiques dans la terre. Pourquoi pas? C'est très facile quand vous êtes au Parlement européen et que vous édictez ce genre de choses. Par contre, c'est parfois beaucoup plus difficile à faire dans la réalité. Réduire de 50% les antibiotiques, OK. Et puis, si on prend les 3 premières colonnes, on a l'impression que le politique pense que les agriculteurs adorent utiliser des antibiotiques, adorent utiliser des pesticides et que ça leur fait en gros plaisir, quoi. Pourquoi changer des habitudes? Sauf que cette révolution chez les agriculteurs, elle est passée depuis longtemps. Depuis 1980, les agriculteurs, ils ont bien compris que c'était des produits qui coûtaient cher, c'était des produits qui polluaient et c'était des produits dangereux. Donc on a eu des espèces de vagues successives où vous avez 90% des agriculteurs qui sont des gens responsables, voire 95, voire 99, et on prend toujours l'exemple de celui qui ne l'est pas et qui va effectivement traiter en plein vent à côté d'un restaurant le midi. Bon, ça c'est bien connu. Mais ceci dit, si on voit les 3 premières colonnes, il y a bien longtemps que les agriculteurs ont fait ce genre de choses et ont commencé ce trend de baisser. OK. Et puis, il y a le dernier, ça c'est la cerise au-dessus du gâteau. Il y a 2 choses. Il y en a une qui n'est pas là, il y en a une autre. C'est les 25% d'agriculture biologique. C'est certainement troisième message, c'est un truc extrêmement puissant. Ils ont raison. Sauf que les surfaces agricoles, il n'y a aucun pays qui est à 25%. Il n'y a aucun pays qui ne sera jamais à 25%, a priori, pour une raison extrêmement simple, c'est que pour être en agriculture biologique, c'est d'abord beaucoup plus compliqué, ça coûte beaucoup plus cher à faire, et qu'on ne peut vivre que si le prix de ce que vous vendez aux consommateurs est supérieur au prix du conventionnel. Or, si demain, on est à 25% de terres biologiques, étant donné que le consommateur ne joue pas le jeu et que le pays où il y a le plus de consommation de bio au monde, c'est le Danemark avec 12% ou 13% depuis des années et que ça ne change pas, que le pays où il y a le plus de culture biologique, c'est l'Autriche avec 28% des surfaces et 24% de la production, on est à moins de 9% de la consommation bio. Et il y a un principe tout con et tout bête en économie, ça s'appelle l'offre et la demande. Quand vous avez trop d'offres et pas assez de demandes, les prix chutent. Donc ça veut dire que le prix du bio, quoi qu'il arrive, dans les conditions actuelles, va s'effondrer. Donc comment voulez-vous que demain on arrive à 25% de terres bio? C'est jamais arrivé. Maintenant, ce qu'on peut imaginer, c'est que le législateur, il n'est pas plus bête que nous. Il a bien compris ce genre de choses. Par contre, il donne des indications. Il donne des chemins à suivre. Parce que ce que vous n'avez pas non plus dans ces 4 points, c'est la petite cerise là, vraiment au-dessus du gâteau, c'est ce qu'on appelle les SIE, c'est-à-dire les surfaces d'intérêt écologique. En gros, c'est les jachères. Vous retenez, gros, c'est les jachères. Et on nous annonce 10% de surface d'intérêt écologique en Europe pour 2030. Alors, ce qui est choquant dans tout ce qu'ils disent, même si ça a du sens en tant que tel, ça va dans le sens du vent, c'est bien, c'est réfléchi, etc., c'est la rapidité aussi. On vous dit qu'il faut faire ça pour 2030. Nous sommes fin 2021. C'est-à-dire que nous avons 8 ans pour faire de telle sorte qu'un pays comme la France, où vous avez 7% des terres qui sont en bio, passe à 25%. Vous avez en République de Tchécoslovaquie ou en Bulgarie, où il y a 2% de terres bio, doit passer à 25%. Donc vous imaginez comment c'est irréaliste. Maintenant, il faut tenir compte de ce que veut le public, etc. Et la seule chose où vous pouvez avoir une réussite là-dessus, c'est si demain, on met des frontières. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, l'Europe veut devenir plus blanche que blanche, c'est parfait. On veut que demain, on puisse vendre nos produits partout dans le monde tellement on est vertueux, c'est parfait. On veut avoir une plus-value pour l'agriculteur et le payer correctement puisqu'il a fait des efforts. Mais est-ce qu'on est prêt à ne plus accueillir la banane de la Jamaïque à 15% moins cher? Est-ce qu'on est prêt à ne plus accueillir l'ananas de Côte d'Ivoire parce qu'il a pris d'avion? Est-ce qu'on est prêt à ce que le consommateur fasse des restrictions? Ce n'est pas certain. Et pour moi, c'est loin d'être gagné. Donc, OK, on demande aux agriculteurs, OK, on se veut vertueux,
OK, on est prêt à payer les prix qu'il faut et surtout, on est prêt aussi à faire des bordures de telle façon que au moins les produits qui rentrent en Europe aient les mêmes conditions de qualité que ceux qu'on oblige les agriculteurs à avoir. Alors, je vais aller vite. Alors, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon moment? Bien sûr que c'est le bon moment. Bien sûr que c'est bien qu'on parle de Green Deal. Bien sûr que c'est bien qu'on nous parle de Farm to Fork, mais avec quelques nuances quand même. Est-ce que c'est réaliste? Pour moi, non. À l'heure actuelle, en tant que tel. C'est très politique. C'est-à-dire, vous savez comme moi, que l'homme politique vit aussi un tout petit peu avec la voix des gens, vit aussi avec le sens du vent, et vit aussi avec le phénomène que la personne entendant ça se dit oui, je vais voter pour lui. Bon, donc c'est effectivement une main tendue à l'écologie. Vous avez vu les dernières élections, effectivement, en Allemagne, par exemple, où il n'y aura pas de coalition sans les écologistes. On va avoir ça un peu partout. Ce n'est pas encore des partis de gouvernement, ce n'est pas encore des partis qui prendront le pouvoir, mais ils en sont pas loin. Donc c'est une main tendue pour pouvoir arriver, et c'est une main tendue aussi aux nouvelles générations. Il faut aussi entendre ce que nous disent les étudiants et ce qu'on entend des nouvelles générations sur leur volonté de changer. Par contre, il y a deux choses qui sont un peu difficiles, c'est ces 25% de bio et ces 50% de produits de protection des cultures à enlever. Peut-être qu'on peut gérer ça autrement et qu'on peut gérer ça de façon moins draconienne en offrant un certain nombre de diversités. Le seul pays en Europe qui a interdit le glyphosate, c'est le Luxembourg. Le Luxembourg est le laboratoire de l'Europe pour différentes raisons. D'abord, parce que c'est près de Bruxelles. La deuxième chose, c'est qu'on retrouve l'ensemble des productions européennes au sein du Luxembourg. Et en fait, l'Europe est en train de tester cet arrêt du glyphosate au Luxembourg. Et dans 2 ou 3 ans, ils décideront s'ils arrêtent le glyphosate en fonction de ce qui s'est passé au Luxembourg. Donc regardez ça de près. Et puis il y a deux questions priorité pour moi qui sont vraiment en danger. L'AIR warning. La première chose, c'est une politique de décroissance. Il est très clair que la politique du Green Deal et le Farm to Fork, c'est je produirai moins parce que je donne moins de possibilités aux agriculteurs de le faire. Donc est-ce qu'aujourd'hui, on est capable, dans le monde, d'assumer une politique de décroissance? Et ça va même un peu plus loin, puisqu'on entend tout et n'importe quoi, et il n'y a pas de chiffre officiel sur la décroissance qu'on aura au niveau de l'agriculture. On entend parler de 13%, on entend parler de 25%, on entend parler de 30%. Est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui d'avoir 30% de moins? Nous, Français, à la limite, si on a 30% de moins de blé, bien évidemment, ça va faire souffrir beaucoup d'agriculteurs. Mais comme on en exporte 40, on aura toujours du pain dans nos boulangeries. Il n'y a pas de problème. Dans d'autres pays européens, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et la deuxième chose, c'est l'ouverture des marchés à une compétitivité un petit peu plus grande. On risque vraiment très fort d'avoir des produits qui arrivent de partout, estampillés bio ou estampillés je ne sais quoi, à des prix défiant toute concurrence, contre des avions ou parce qu'on est dans une organisation internationale du commerce. Est-ce qu'on est prêt à ça? Et est-ce qu'on est, si on ne se protège pas, et là, quatrième idée, et ça fera l'objet je suis sûr, d'un beau débat, c'est est-ce qu'on doit faire une fermeture de nos frontières? Et si on ne le fait pas, est-ce qu'il y a encore une agriculture en Europe à l'horizon 2050? J'en suis pas persuadé. Quand je parle d'agriculture, il faut être sérieux. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des agriculteurs, mais est-ce qu'on est prêt à assumer une baisse considérable de nos agriculteurs en Europe si on ne ferme pas nos frontières? Le renouvellement des générations, le troisième sujet, le troisième axe que je vous propose, ça va aller assez vite. C'est une photo qui est prise en Allemagne, effectivement, avec un changement de génération. Et en Allemagne, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais l'agriculteur est resté agriculteur, mais il est devenu un peu autre chose que de l'agriculture, puisqu'il y a 50% des agriculteurs allemands qui sont énergiculteurs, c'est-à-dire dont les revenus tirés de l'énergie, qu'elle soit solaire, du méthaniseur ou autre, sont supérieurs à leurs revenus agricoles. Et donc, vous avez une de ces exploitations où le père va passer à sa fille, mais elle sera énergiculteur plus qu'agriculteur, même si elle va garder une partie d'agriculture. C'est clair qu'aujourd'hui, le vieillissement de l'agriculture et des agriculteurs existe. On parle aujourd'hui de 55% des agriculteurs en France qui ont plus de 55 ans. 45% vont cesser leur activité d'ici 2025. C'est une projection qui a été faite par le Conseil économique et social. Et il y a effectivement
un espèce de cri d'alarme, et on l'entend maintenant de plus en plus dans les journaux, en disant il faut installer 10 000 nouveaux agriculteurs, et il y aurait, paraît-il, un départ sur 3 qui ne serait pas remplacé. Tout ça, c'est des chiffres. Il y a un autre chiffre très, très étonnant dont on parle très rarement. En Europe, 68% des agriculteurs sont double actifs. C'est-à-dire, ils tirent leurs revenus. Et je ne vous parle pas de l'homme et la femme, où la femme travaille à l'extérieur et l'homme travaille dans la ferme, c'est-à-dire des agriculteurs qui sont double actifs. Okay, et la moyenne d'âge est très élevée. Bon. Et donc, ces agriculteurs, est-ce qu'on veut effectivement avoir une agriculture? En France, ce n'est pas le cas, pour différentes raisons, notamment sociologiques. Derrière, c'est sûr qu'en dehors du phénomène de l'agriculteur en tant que tel, les filières agricoles, c'est une source d'emploi considérable. Et c'est une source de chiffre d'affaires considérable, vous l'avez là. Globalement, selon l'INSEE, la filière agricole, c'est 7,1% des emplois en 82, contre seulement 1,5%, ça c'est pour les agriculteurs, mais vous avez 3,4 millions d'emplois liés aux filières agricoles. Alors, moi, il y a un chiffre qui me gêne beaucoup. Vous avez vu, c'est le chiffre précédent, je l'ai sorti du Monde, vous trouvez les mêmes sources dans le Figaro. Et en fait, quand vous allez au CNJA français, donc le Centre national des jeunes agriculteurs, voilà les chiffres qui apparaissent. Il y a eu en 2019 13 400 installations, okay, dont 9 155 de moins de 40 ans. En gros, les installations entre les deux, c'est, vous savez que dans une ferme, souvent, la femme prend le relais, elle n'a pas de retraite, donc elle se prend quelques années de retraite en succédant à son mari pendant 4 ou 5 ans. Donc, on a, en gros, 9 000 agriculteurs de moins de 40 ans qui s'installent, dont à peu près 30% de femmes. Donc, globalement, d'un côté, on vous dit que ça va être la bérésina au niveau du nombre d'installations, et d'un autre côté, on vous annonce que le chiffre entre 10 000 et 9 000 n'est pas aussi considérable que ça. Donc, je ne sais pas. Il va falloir que vous grattiez un peu. Et Stéphane, vraiment, je t'engage à avoir des gens sérieux pour parler de renouvellement de génération, parce que moi, j'y comprends plus rien entre les chiffres qu'on nous donne. Mais ce qui est sûr, c'est que la population agricole vieillit. Maintenant, vous avez des gens extraordinaires pour les remplacer. Parce que, alors, j'avais toute une série, donc j'irai très, très vite. Mais vous voyez des jeunes qui sont prêts à prendre des risques. Bon, celui-là, vous le connaissez un petit peu. Maxime, il va de la ferme au consommateur. Il n'hésite pas et il transforme ses produits. Ils font des yaourts merveilleux, je vous les conseille. Ils vendent des légumes sur place. Ils ont des magasins de producteurs. Vous avez Alice. Alice, elle a effectivement créé sa marque. Elle fait des œufs et elle a un distributeur 24 heures sur 24 pour donner ses œufs. Vous avez donc mon copain David qui est dans le Poitou. Lui, il est arrivé sur la ferme. Il y avait son frangin qui avait 17 ans de plus, qui l'a regardé, il lui a dit « Toi, le morveux, tu vas faire toutes les tâches qui ne m'intéressent pas ». Donc, il s'est occupé de toutes les productions végétales. Et puis, lui, il a créé effectivement un élevage de charolais. Et aujourd'hui, il vend dans des très grands restaurants qui sont étoilés. Il gagne plus d'argent que son frangin. Bon, mais ça, c'est une anecdote. Mais il se débrouille. Hein. Vous avez Mathilde. Et Mathilde, elle est agricultrice, traiteur, magasin, et elle a un centre équestre. Bon. Ils ont des idées, nos jeunes. Laure, elle vend ses framboises partout. Elle est arrivée dans la ferme qui était essentiellement céréalière. Il y avait un élevage laitier qu'ils ont repris. Et puis, Laure, elle est arrivée. On lui a dit, débrouille-toi. Il n'y a pas de place pour toi. Elle a créé des framboises. Et aujourd'hui, elle est top niveau. Et elle livre à la fois à Rouen et à Paris des grands restaurants. Alexandra, elle a des chèvres. Et puis, son meilleur marketing, c'est ses clients. Donc, quand elle voit ses clients, sa R&D, c'est ses clients. Elle fait des nouveaux fromages. Elle en fait 3 par an. Et si ses clients aiment bien, elle continue. Donc, derrière, vous avez Rodolphe. Lui, c'est la conservation des sols. Il est là, il est très, très impliqué. Il est dans toutes les instances opérationnelles que vous pouvez imaginer au niveau du département, à la fois au conseil régional, etc., pour expliquer les jachères fleuries, pour expliquer la biodiversité. Derrière, Grégoire, 6 000 scolaires par an sur sa ferme. 6 000. C'est une grosse ferme qui est à côté de Paris, en Normandie. Ils reçoivent donc 6 000 scolaires de lycées parisiens sur 3 fermes. Et ils ont créé une association qui permet de sensibiliser. Et on dit que nos jeunes, ils n'ont pas d'idée, qu'il n'y a pas de génération derrière. Philippe, lui, il a de l'endive, donc c'est dans le Nord, forcément, c'est chez nous. Et il y a 35 jeunes qui ont retrouvé le goût du travail en 10 ans. Donc, il emploie des gens en réinsertion.
Donc, vous voyez, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Jeanne, elle est à moins d'1 kilomètre du Stade de France, la plus grosse ferme urbaine de France. Elle nourrit, donc c'est à Saint-Denis, 90 nationalités différentes. Principale culture, le maïs doux. Et tout ça, ça tourne. Tout ça, ça tourne. Donc, il y a des idées. Guillaume, bah, lui, il a trouvé une nouvelle production. Il y a que 5 ou 6 fermes en France. C'est de l'aquaponie. Et donc, demain, il y aura d'autres fermes, il y aura d'autres types d'agriculture. Et puis, Rémi, lui, il avait des responsabilités au CNGA. Il est maire et notamment, il lutte contre les projets immobiliers. Ce qui me fait la quatrième, la disponibilité des terres. Regardez bien cette carte. En noir, c'est 5% de la population mondiale. En gros, 73% de notre monde, c'est de la flotte, c'est de l'eau. Et le reste, c'est des terres. Et regardez ce que représente la population mondiale, quoi. Vous imaginez 5 minutes avec le réchauffement climatique ce qui va pouvoir se passer. C'est-à-dire que vous allez avoir de plus en plus Alors, il y a du noir qui va devenir blanc, il y a du blanc qui va devenir noir. Et globalement, il y a des terres qui vont se libérer au Canada, il y a des terres qui vont se libérer en Sibérie, mais par contre, il y a des terres qui vont devenir noires, qui vont devenir, excusez-moi, blanches, c'est-à-dire où on peut pas habiter, où il n'y a pas d'habitants, notamment en Afrique, et il y en a peut-être quelques-unes en Europe. Je vais aller assez vite. Donc, 1 hectare par seconde. 1 hectare par seconde dans le monde. 1 hectare par seconde dans le monde disparaît. On n'a que 12% des terres immergées qui servent à faire de la culture. Quand vous avez des projets immobiliers ou quand vous avez des grands magasins qui viennent gratter dans les terres agricoles et dans les terres arabes, c'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Donc, une idée de plus, vous pouvez aller gratter là-dessus. Et puis, il y a des bonnes nouvelles. Est-ce que c'est des bonnes pour nous? Pas forcément, mais il y a des nouvelles quand même liées au réchauffement climatique qu'on va voir avec un autre prisme. La Sibérie, aujourd'hui, ça pourrait représenter 4,3 millions de kilomètres carrés. Le Benelux, plus une partie du nord de la France, qui va se libérer pour pouvoir cultiver. Donc, on va voir un peu plus. M. Poutine a trouvé que c'était pas mal. Vous savez, en 1850, il y a eu un président des États-Unis qui a créé la rue vers l'or. Et donc, on leur a dit, si vous allez à l'ouest, malgré tous les risques, les Indiens, les maladies, etc., on vous donnera des concessions. Vous aurez 1 hectare, etc. Poutine est en train de faire exactement la même chose. Depuis 2016, il a offert aux Russes qui veulent aller en Sibérie 1 hectare, à une condition. Ils ont 1 hectare de terre arabe, ils ont 5 ans pour le valoriser, et si au bout de 5 ans, ils réussissent à prouver à l'administration russe qu'ils peuvent vivre avec cet hectare ou qu'ils ont valorisé cet hectare, il est à eux. Ils ont le droit de faire ça sur 10 hectares, c'est-à-dire de faire ça avec 10 potes ou leur famille, ou etc. Donc il y a une espèce de ruée vers l'or, mais jaune, plutôt céréales et soja, au niveau de la Sibérie. Regardez bien ça à l'avenir, et là aussi c'est un beau sujet. Maintenant, dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est de consommateur à consommateur. Il y a une chose qui est extraordinaire dans notre monde, et on ne le dit pas assez. On ne le dit pas assez sur nos réseaux, on ne le dit pas assez à la télé, etc. C'est que la classe moyenne, capable de bien se nourrir, capable d'acheter des voitures, capable d'acheter des appartements, etc., est exponentielle dans le monde. C'est-à-dire qu'on va regarder simplement la colonne donc à votre droite. En 2000, il y avait 1,8 milliard d'individus qui étaient capables d'être dans ce qu'on appelle la classe moyenne. En 2010, il y en aura 2,7 milliards dans le monde. En 2020, il y en aura 3,6. Et on estime qu'en 2030, il y aura 5 milliards d'individus. C'est-à-dire qu'il y aura la moitié du globe qui pourra s'offrir de la bonne bouffe, de quelque chose qui est globalement satisfaisant. Bon, c'est considérable. Et c'est là où on se dit que le pari de l'Europe a peut-être du sens. Je reviens, je fais la boucle. Le Green Deal a peut-être du sens. Si dans ces 5 milliards d'individus, vous en avez, allez, 1 milliard qui achètent européens parce qu'on fait mieux les choses que l'autre, on a gagné notre pari. Et on aura gagné le phénomène de pouvoir leur vendre plus cher, puisque ces 5 milliards d'individus seront prêts à faire, pas des sacrifices, mais seront prêts à acheter mieux pour mieux nourrir leurs enfants et pour mieux se nourrir. Donc vous voyez, ce n'est pas des paris. On peut toujours critiquer nos politiques, etc., mais ils ont ces chiffres-là. Ils connaissent ça.
Donc, c'est pas pour rien qu'on parle de Green Deal et c'est pas pour rien qu'on parle aussi de upgrader notre agriculture pour pouvoir répondre à ce genre de choses. Bon, on est bien d'accord, on a eu pendant des années des consommateurs qui ont subi, qui mangeaient n'importe quoi parce qu'on avait faim. Je vous rappelle qu'on était en starving, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de quoi manger à la sortie de la guerre quand même. Donc on se retourne vers les agriculteurs, on leur dit produisez à outrance. On a réussi un pari extraordinaire, c'est que dans les années 60, au milieu des années 60, voire à la fin des années 60, on était déjà excédentaire en Europe. Donc en France surtout, etc. Donc on est arrivé, plus c'est mieux, il fallait produire le plus, big is beautiful. Donc après, il y a eu toute cette partie avoir, on a consommé, et puis depuis les années 2010, on passe de consommateur. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on mange, comment on mange, parce qu'on est riche, parce qu'on est capable de se le dire. Et donc, on est vers small is beautiful. Et puis, on voit apparaître des mouvements comme le véganisme, comme le bio, etc., qui ont leur place. Il y a un marché pour ces gens-là. Il n'y a aucun problème. Et il ne faut surtout pas les combattre. Ça fait partie de la société et ça fait partie. Mais que ça ne devienne pas le dogme, que ça ne devienne pas la norme. La norme, elle est quand même, quand vous avez 6% des gens qui font du bio, qui consomment du bio, il en reste, allez, on va dire 94, si je sais bien compter, j'ai du mal à compter, hein, mais il y en a 94 qui ne sont pas bio. Alors, on va dire qu'il y en a, allez, 0,5 ou 0,2 qui sont véganes, après il y a les végétariens, etc. Mais vous voyez qu'on ne fasse pas des minorités des dogmes. OK ? Et vous voyez bien, mais de plus en plus, on va aller vers des générations qui vont faire attention à ce qu'ils mangent, jusqu'au moment où on aura une pénurie. Et je le redis, ça pourrait nous arriver. Derrière, rapidement, le pouvoir du consommateur, il est simple, hein. Plus de santé, plus de diversité, un système. Alors c'est complexe, et c'est complexe pour les agriculteurs. Comment répondre à ça? Bon, Stéphane qui fait de la vente directe, par exemple, comment on répond à tout ça, quoi? Qu'est-ce que veulent les consommateurs? Il n'y en a pas un qui veut la même chose, quoi. Bon, donc derrière, est-ce qu'on veut ça? Alors c'est simple, je vous ai mis cet exemple, j'aurais pu vous en mettre 10, 15, 50 si vous voulez. Ça, c'est ce qu'on appelle les feedlots. Donc, on n'en veut pas. Donc, on peut se prémunir de ça. Mais si on parle que de prix, on aura ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aux États-Unis, et nous, aux États-Unis, on en a vu je ne sais pas combien, il y en existe au Canada, aux États-Unis, au Brésil, en Argentine, en Afrique du Sud et en Australie. Ça s'appelle des feedlots. Au lieu d'avoir une tête par hectare, vous avez sur 140 hectares, 45 têtes. Ils ne voient jamais un brin d'herbe. Ils changent de box à peu près toutes les 3 semaines ou tous les mois. On gagne, ils arrivent, ils sont autour de 14 mois. On gagne en gros 6 à 7 mois d'engraissement. Donc vous imaginez au niveau des coûts. Et l'abattoir, il est au bout là-bas. Vous ne le voyez pas, mais il est au bout. Il est sur le feedlot. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas le transport pour aller jusqu'à l'abattoir. L'éleveur, dans ces cas-là, dans celui-là, était en compagnie et avait une entreprise de packaging avec l'abattoir. Donc, c'est-à-dire que ces bêtes allaient directement à l'abattoir, étaient abattues. Et c'est un ring, vous savez, c'est comme un ring de boxe. Et puis là, vous aviez toute la grande distribution. La bête rentre avec un numéro et vous avez Intermarché, poup, celle-là, c'est pour moi. Et il y a traçabilité jusqu'au bout. Vous avez Auchan à côté qui est là, qui se dit, putain, la prochaine, c'est pour moi. Hein. Si elle est belle, poup. Et donc, ça se passe comme ça, quoi. Donc, ça va très vite. Ça a des coûts de production extrêmement plus faibles. Et puis, il ne faut pas s'étonner si aux États-Unis, vous avez une obésité considérable. Parce que derrière, tout ça, c'est hormoné. Tout ça, c'est hormoné. Ils ont une piqûre d'hormones en arrivant et ils en ont une piqûre au bout de 2 mois après. Bon, alors on fait de telle façon que ça se sente le moins possible dans la viande. Mais c'est présent, quoi. Et c'est ça qu'on nous promet éventuellement contre des avions ou dans les accords dits du Mercosur. Donc, il faut se battre un petit peu. Enfin, il faut être sérieux un petit peu. Et tous les éleveurs qui m'écoutent, il faut être un tout petit peu sérieux. Bon, derrière, il y a ça aussi. Hein. N'oubliez pas, hein, vous avez encore des pays où vous avez des cartes de rationnement. Et ce n'est pas lié à l'Inde, comme vous voyez. Donc, dans chaque famille en Inde, vous avez 850 millions de personnes qui ont du riz, du blé et du sucre donné par l'État, 5 kilos de blé, 10 kilos de riz et 15 kilos de sucre par famille par mois. Bon. Mais aux États-Unis, c'est pareil. Ça vous paraît,
Quand on parle de ça, c'est délirant. Mais vous savez qu'aux États-Unis, vous avez des millions de personnes qui ont une carte, comme une carte de crédit, qui ont un avoir pour pouvoir nourrir leur famille dans les magasins. La seule chose aux États-Unis qui n'est pas très logique, c'est que cette carte donne aussi sur la Budweiser. Ça vous parle de la Budweiser? C'est une bière. Donc le père de famille nourrit sa famille aussi avec la carte qu'on lui donne pour nourrir sa famille, avec un peu de Budweiser. Bon, on pourrait faire ça autrement. Bon, en gros, l'alimentation de demain, il y aura de plus en plus effectivement une demande d'alimentation et d'agriculture, qu'on aura effectivement la santé individuelle, etc., et qu'on parlera de plus en plus d'alimentation par rapport à l'agriculture. La deuxième chose, le bio, bien sûr le bio. La place du bio n'a jamais excédé, je vous ai dit, 12% de la consommation dans le monde, dans un pays. Alors pourquoi parler de 25? Qu'on laisse ceux qui veulent du bio acheter leur bio. Il n'y a aucun problème là-dessus. Qu'on donne effectivement cette possibilité. Mais attention quand même, c'est qu'aujourd'hui on pousse à des conversions, autant qu'on en peut, et que des dépôts de bilan, il va y en avoir. Et des retours en arrière, cette année, enfin pour les agriculteurs qui sont dans la salle, moi je suis très étonné des agriculteurs, de pas mal d'agriculteurs, alors je ne vais pas donner de nom parce que ce ne serait pas significatif, mais le nombre d'agriculteurs qui ont commencé des conversions bio, qui, avec l'année qu'on vient de vivre, se disent « j'ai fait une connerie », quoi, et qui vont revenir en arrière. Et donc, ne vendons pas la poule aux œufs d'or. Et quand vous regardez aujourd'hui, encore un sujet que vous pouvez aborder, ce qu'on appelle la haute valeur environnementale. Alors, je ne vais pas me faire que des amis là, dans les gens qui m'écoutent, mais la haute valeur environnementale, quand même, fait évoluer 3 fois depuis le Grenelle qui l'a créé en 2011, pour arriver à quelque chose qui frôle, qui se rapproche de plus en plus du bio. À la différence près, c'est que dans la haute valeur environnementale 3, on permet aux agriculteurs d'utiliser un tout petit peu de chimique au moment où ils pensent que c'est nécessaire. Quand vous voyez le débat qu'il y a aujourd'hui entre les bio et la lutte, pas à mort, c'est parce que le terme n'est pas juste, mais la lutte qu'ils peuvent faire contre ce HVE, c'est pas pour rien. Il y a beaucoup de sous derrière. Donc, laissons aussi la nature faire et aidons un peu la nature. Il n'y a aucun agriculteur, je ne connais pas d'agriculteur qui utilise des pesticides ou de la chimie pour son plaisir. Alors, lutte contre les pertes. Bon, je donnerai le diapo quand même. Bon, pour ceux qui le veulent et qui m'écoutent et qui sont là, vous aurez le diapo en PDF. Je vous le mettrai en PDF. Comme ça, vous pourrez plus voir. Parce que là, sur un schéma comme ça, je vais passer un quart d'heure. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, la lutte contre le... Et là, vraiment, on est en tête en France et en Europe. J'ai été donné une conférence il n'y a pas très longtemps en Arabie Saoudite sur les actions que faisait le gouvernement français sur les pertes. On est parmi les leaders mondiaux. C'est-à-dire on a beaucoup avancé. Les expériences de lutte contre les pertes et contre le gaspillage sont considérables en Europe. Vous avez eu le premier distributeur de produits avec des dates de péremption passées qui a été ouvert à Berlin il y a 3 ou 4 mois. Donc oui, il y a un distributeur, comme un distributeur de chewing-gum ou de friandises, où vous pouvez acheter des yaourts avec la date de périmée, et à un moment donné, les gens sont responsables, au bout de 15 jours, 3 semaines ou un mois, ils l'enlèvent. Vous avez en Espagne des expériences où vous avez des frigos dans les communes, et quand dans votre frigo, vous avez des choses qui sont dépassées, ou quand vous avez fait un repas un peu plus important que ce que vous pensiez, vous pouvez le mettre, et c'est à disposition des pauvres de la commune. Et des expériences comme ça, il y en a des dizaines. Vous avez un site en Belgique qui permet sur Internet d'avoir les gâchis que vous avez dans un certain nombre de restaurants, etc. Et vous savez qu'en France, on a beaucoup lutté contre les gâchis qu'il y avait dans la distribution, dans la grande distribution, et qu'aujourd'hui, la grande distribution ne peut plus détruire les excédents ou ce qui n'est plus, où les dates de péremption sont passées. Donc il y a eu, il y a des efforts considérables, mais il reste des efforts considérables à faire des pays comme l'Inde. 30 à 40% de la récolte de blé en Inde est perdue à cause des stockages, parce qu'il n'y a pas de stockage. Et là, vous avez une image du stockage en Inde, ça vous donne un ordre d'idée, quand la mousson est passée. Or, les moussons sont de plus en plus fortes. Bon, simplement, vous le relirez chez vous tranquillement, mais quand on vous dit qu'on vit dans un monde pourri, qu'on n'a jamais été aussi mal sur Terre, vous arrêtez tout de suite. Le monde ne s'est jamais aussi bien porté, sauf sur une chose, le climat. Et ça, il faut le dire clairement.
mais on n'a jamais, juste avant le Covid, tous les ans, il y avait de moins en moins de gens qui, effectivement, avaient du mal à se nourrir. Il y avait de moins en moins de gens qui mouraient de faim. L'accès à l'éducation, on n'en parle pas. L'accès à l'eau potable, on n'en parle pas, etc. Mais bien évidemment, il reste beaucoup de progrès à faire, et notamment sur cette dépendance ou cet environnement sur lequel on a un petit peu exagéré. Simplement, c'est la dernière diapo. Je vous demande de retenir, c'est qu'avant de se faire une opinion et un jugement, grattez un peu, quoi. Grattez un peu, parce que ce que vous avez sur France 2, sur TF1 ou sur les réseaux sociaux, c'est souvent de la daube, quoi. Et ils s'organisent eux-mêmes. Vous avez notamment un certain nombre de gens qui ont une dizaine de comptes Facebook ou une dizaine de comptes Twitter ou autres outils et qui font tourner les choses. Et à un moment donné, quand vous voyez qu'il y a eu 3000 tweets, ça peut provenir de simplement 50 individus qui s'auto-tweetent. Et la crédibilité vient aussi, oh putain, il y a 3000 personnes qui ont regardé, donc ça doit être vrai, quoi. Donc faites attention à ça. Et faites attention à ce qui est dit. Il faut revenir à une confiance vis-à-vis des scientifiques. C'est vraiment hyper important, ça. Alors je vais peut-être vous étonner, mais les pays qui sont le plus réticents à enlever le glyphosate et à arrêter le glyphosate s'appellent le Danemark et les Pays-Bas. Et le Danemark, simplement, ils vous disent, mais pourquoi arrêter un produit pareil qui a donné toutes ses vertus, qui est, comme tous les produits dits pesticides, qui a une vocation de tuer les pestes, donc les insectes, et alors que les scientifiques vous donnent une version qui est tout autre que ce qu'on entend chez Madame Lucet ou dans d'autres chaînes de télé. Donc, ils sont les premiers à dire surtout ne l'arrêtez pas, parce que nous, on a nos scientifiques qui nous disent continuons. Donc, il faut aussi écouter ce genre de choses et regarder ce qu'on a entendu sur le Covid, etc. C'est quand même parfois ça frise l'indécence. Il faut que le consommateur paye le juste prix, qu'il soit honnête, qu'il fasse ce qu'il dit dans ses actes de consommation et non pas ce qu'il dit sur le parking, mais dans le magasin. Et bien évidemment, il reste dans le progrès, il reste un champ du possible dans le progrès qui est considérable. Il faut que, effectivement, cette profession agricole qui a le plus évolué, qui a le secteur économique qui a le plus évolué lors des 30 dernières années, et je le dis très clairement et sans fioriture, fasse encore des évolutions. C'est-à-dire qu'on a encore à gratter, et Dieu sait si demain, je vous ai dit que le changement a été exponentiel, notamment dans les technologies. Ce qui se passe est irréversible. C'est juste pour les générations futures. Par contre, il ne faut pas sacrifier notre agriculture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a effectivement en écologie ou sur le climat des choses extrêmement importantes dans lesquelles il faut tenir compte. On ne peut pas se fermer les yeux aujourd'hui. Mais analysons bien et que l'agriculture ne soit pas le maillon faible ou ne soit pas celui qui va payer pour tous. Okay ? Il est clair que pour moi, l'avenir du monde passe par l'agriculture et les agriculteurs. Donc, si demain on bannit du terme politique l'agriculture, ça va quand même être compliqué pour tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui sont en face de moi. Merci. Du coup, on va prendre quelques questions. Je ne sais pas si quelqu'un veut le micro. S'il y en a si les gens qui sont en ligne veulent poser leurs questions, vous pouvez les poser via le chat et on se fera porte-parole. Donc, Xavier Leprince, merci Christophe pour ce panorama complet. C'est rapide, hein. Et qui mérite évidemment d'aller beaucoup plus loin. Il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que tu présentes, c'est le rôle de l'innovation. Parce que nous sommes ici dans une école d'ingénieurs, et donc on parle de robotique agricole pour également aider les agriculteurs peut-être à passer plus de temps pour vendre leur culture plutôt que de les produire. On parle de viande, on va dire, végétale et également de culture cellulaire. On voit les GAFA qui investissent massivement dans ce type de technologie qui peut rebuter les uns, mais qui peut avoir aussi des vertus pour nourrir la population qui va monter. On parle d'agriculture urbaine et de fermes verticales dans les très grandes villes comme Tokyo, Sao Paulo. Alors, il y a aussi un intégrisme potentiel contre les nouvelles technologies. Je parle également des semences, avec CRISPR, par exemple, et toutes les techniques ARN qui permettent d'avoir des semences résistantes aux maladies beaucoup plus rapidement et donc de diminuer les pesticides. Et ça ne transparaît pas beaucoup dans ta présentation de dire finalement,
on a une sorte de plafond de verre, et est-ce que les nouvelles technologies qui peuvent rebuter les uns ou les autres ne font pas partie de la solution aussi pour essayer de produire dans des conditions où les personnes auront accès à des nourritures sur place, de bonne qualité, et peut-être pas forcément produites dans des feedlots, mais peut-être dans des laboratoires. Oui, alors c'est sûr que dans ce que je disais, il y a les changements, et notamment, tu as vu sur les nouvelles technologies. Donc, je n'ai pas mis un chapitre sur l'innovation parce que c'est extrêmement difficile aujourd'hui à aborder ça, d'abord en 5 minutes. Et la deuxième chose, c'est que ça bouge partout, quoi. Ça bouge partout. Les OGM sont vraisemblablement, effectivement, une avancée majeure, et on voit le Dr Jekyll et le Mr Hyde. Donc, quand tu vas en Inde, tu sais comme moi, puisque tu as beaucoup voyagé, quand tu vois le nombre de suicides en Inde à cause des OGM, c'est quand même considérable. Sur la viande en labo, pourquoi pas? Sauf qu'il faut encore prouver qu'on puisse le faire et quels sont les effets pervers qu'il puisse y avoir. Pour l'instant, on est à l'embryon, on a un embryon, on y va. Bon, moi, forcément, en tant que Français, je regarde ça avec beaucoup de perplexité, et notamment en pensant à toutes nos filières élevage. Il y avait un merveilleux film dans les années 60 qui s'appelait Le Soleil vert. Ça vous parle, aux uns ou aux autres? Je vous fais en gros le schéma. Il y a 8 milliards d'individus sur Terre, voire 9 milliards, voire 10 milliards, et on n'a pas de quoi le nourrir. Et on trouve que la population, pour régler le problème de la population, c'est qu'on estime que quand vous avez fait votre vie à 60 ans. Alors, je regarde la salle, Xavier, on est dedans tous les deux, mais on n'est pas les seuls. Et que donc, il fallait s'auto-éliminer. Oui. Il fallait s'auto-éliminer, effectivement. Et la famille était d'accord pour, effectivement, éliminer ceux qui avaient plus de 60 ans. Et donc, on les euthanasiait. Donc, ça fait des débouches à nourrir en moins. Mais par contre, on ne disait pas ce qu'on faisait des corps. On faisait croire qu'on brûlait les corps. Je vous rappelle que c'est un film ça doit être dans les années 70. Bon. Et en fait, ces corps servaient à faire des petites plaquettes vertes qui nourrissaient la population. Donc, tu vois, on peut, dans l'innovation, on peut effectivement penser à beaucoup de choses. Je pense qu'on joue parfois les apprentis sorciers, mais il faut aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Mais tu as peut-être raison sur la... Un débat qu'on aura peut-être dans le futur, dans cette assemblée, mais c'est vrai que trouver les raisons pour lesquelles il faut avoir peur de l'innovation empêche l'innovation. Non, mais bien sûr. Donc, non, mais je pense que qu'on pense la même chose. Dans un discours de ce genre, c'est bien aussi d'ouvrir en disant faisons confiance à nos scientifiques, d'ailleurs tu l'avais écrit, bien sûr, pour que effectivement l'innovation nous sorte de l'ornière par rapport à l'augmentation de la population. Donc on va faire un débat là-dessus, mais je non, mais bien sûr, que... ça peut être un super débat, et il est sûr que quand j'entends un certain nombre de réactions par rapport au Covid et au vaccin Covid, si effectivement on n'avait pas laissé Pasteur faire ce qu'il a fait, il y aurait encore la rage, il y aurait encore la rougeole, il y aurait encore la coqueluche, et ça tuerait. Et on sait qu'aujourd'hui, on a vu réapparaître un certain nombre de maladies, pas dans le tiers-monde, hein, mais aussi en France, qui sont liées à la non-vaccination. Donc, je suis tout complètement d'accord avec toi. Il manque certainement un chapitre de l'innovation, donc c'est le 6e. Donc, Stéphane, je te charge de trouver quelqu'un qui est suffisamment intelligent et qui a un champ du possible pour expliquer les innovations en agriculture. C'est pas simple. C'est pas simple, mais il ne faut pas systématiquement. Vous savez bien qu'aujourd'hui, on nous parle d'un enseignement créé par un type qui s'appelle Xavier Niel dans une école qui veut le faire de façon extraordinaire. Xavier Niel a été dans tous les bons coups ou les mauvais coups au niveau financier. Alors, qu'est-ce que nous promet cette école? Soit ce sera l'école de demain, qui aura les solutions, soit ce sera effectivement une école qui sera liée à la boboïtude et à l'environnement. Et je n'ai aucune idée là-dessus, et je ne veux surtout pas avoir de jugement là-dessus. Alors, on a une deuxième question. Vas-y. Donc, c'est Éloi qui la pose, Éloi Carton, et il dit... Bonjour Éloi. Bravo pour la conférence. Vous n'avez pas évoqué le principe d'indépendance alimentaire qui était le fondement de l'Europe initialement. Comment concilier cette indépendance avec les objectifs du Green Deal et les enjeux écologiques actuels? Enfin, si je ne l'ai pas abordé, je l'ai au moins laissé supputer, Éloi. C'est l'un des grands enjeux.
c'est marrant parce que moi, j'ai pas tellement peur au niveau de l'Europe parce qu'on est largement excédentaire, quoi. Enfin, mais par contre, ce que je pourrais avoir peur, c'est des crises conjoncturelles sur une mauvaise année, quoi. Qu'un jour, on n'ait pas de quoi avoir des légumes dans nos assiettes ou qu'on n'ait pas de quoi avoir du pain dans toutes les boulangeries européennes. Ça. Oui, mais ça, c'est un débat judéo-chrétien, Annick. Donc, tu me permets de dire... non, on est à la Cato de Lille. Tu sais que je suis catholique pratiquant, donc forcément, j'irais plutôt dans cette tendance. Mais j'allais dire carton jaune, c'est pas ton problème. Aujourd'hui, le problème du politique, est-ce qu'il est de savoir s'il doit nourrir le monde ou bien pas? Je ne suis pas persuadé que le problème du politique européen est de nourrir le monde aujourd'hui. Excuse-moi, c'est très clair. Je vous rappelle que quand même, à la FAO, tu me diras si je dis des bêtises, Xavier, je crois que c'était en 1996 ou quelque chose comme ça, il y a eu un congrès avec l'ensemble des chefs d'État. C'est là où Diouf a fait le 1, 2, 3, 4, 5 dont je vous parlais, pour les sensibiliser sur la faim dans le monde. C'est extraordinaire. En sortant de cette conférence, on s'est dit la faim dans le monde est résolue, puisque tous les pays dits riches avaient mis sur la table des milliards pour développer l'Afrique ou développer l'Asie. Parce que n'oublions pas que des morts de faim, il y en a autant en Asie qu'il y en a en Afrique. Donc, globalement, donc il ne faut pas oublier ça. Les gestes sont restés un peu en dehors, où un certain nombre de subventions n'ont pas abouti là où elles devaient aboutir. Mais par contre, ce qui est certain, et je vous l'ai dit, c'est que proportionnellement, le nombre de gens qui avaient faim dans le monde, qui mouraient, a décru de façon exponentielle, puisqu'on avait de moins en moins de gens qui effectivement avaient faim ou mouraient de faim, par rapport au nombre de la population qui n'arrêtait pas de grandir. La seule courbe qui a suivi la courbe de la population, à votre avis, c'est laquelle? C'est la courbe de l'obésité. Puisqu'il y a 5 ans, la courbe de l'obésité, en termes du nombre de personnes qui étaient obèses par rapport au nombre de personnes qui mouraient de faim, s'est croisée. Il y en a une qui descendait et il y en a une autre qui augmentait de façon considérable. Et qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème mondial et des États, cette courbe de l'obésité, puisque souvent, derrière, vous avez des problèmes de santé qui sont importants et qui sont, comment dire, transmissibles au niveau des enfants. Et donc, c'est un vrai problème de santé publique, cette obésité. Donc, si vous voulez, vous avez ces deux courbes qui se sont croisées. Est-ce que c'est tolérable pour des gens qui avons un petit peu d'éthique en Europe ou quand on est des responsables politiques d'avoir ce genre de choses, quoi? J'ai rencontré, lors d'un débat il n'y a pas très très longtemps, une Irlandaise. L'Irlande, merveilleux pays, où on mange bien, où effectivement la nature est partout. Et elle me dit, dans le creux de l'oreille, là, lors d'un débat, notre principal problème, c'est l'obésité. Donc ça touche tous les pays. Ce n'est pas simplement, des pays où on parle. Alors, quand on parle d'obésité, tout de suite, on pense aux États-Unis. Mais là où il y a le plus d'obèses dans le monde, ce n'est pas aux États-Unis, c'est en Chine. Et là où il y a le plus d'obèses dans le monde, proportionnellement, c'est au Mexique. Bon. Donc vous voyez, il faut relativiser les débats. Il faut alors à ce moment-là, si on va dans ton sens, et j'aurais plutôt tendance à être dans ton sens, c'est de se dire, on va se donner une charte éthique. Alors déjà, on n'arrive pas à se donner une charte éthique dans un pays sur le comportement des uns et des autres. Alors je ne vais pas être trivial, mais quand je vois le comportement de nos concitoyens, tous les lundis matins, vous allez vous balader dans la campagne, et vous, les agriculteurs, vous savez mieux que personne, regardez les déchets qui sont le long des routes, quoi. Donc, et tu voudrais qu'il y ait des gens qui commencent à penser à nourrir l'autre, quoi. Ils ne savent même pas mettre dans une poubelle qui est à moins d'1 mètre leur canette de bière ou leur papier quand ils sortent ou quand ils sans compter ceux qui fument, qui est déjà une menace pour l'ensemble de la population puisqu'ils polluent, qui ouvrent leurs carreaux et qui jettent leurs mégots dans la rue. Vous avez qu'à regarder, quand vous savez la pollution que représente un mégot. Donc tu vois, on peut toujours raisonner sur l'aspect éthique, l'aspect judéo-chrétien que nous, Européens ou nous, Français, on peut avoir, mais c'est un peu compliqué quand tu parles au niveau du monde. Et notamment, je te rappelle que dans le changement, il y avait le dernier, ça s'appelle la géopolitique. Donc j'aimerais bien que ta question, tu ailles la poser à M. Poutine, un homme merveilleux, si tu veux.
extraordinaire. Mais tu vas aussi en Chine, je pense qu'il n'est pas mieux. Puis tu vas pas, allez, pour t'éviter des frais de déplacement et de polluer, tu vas en Turquie. Ou tu vas voir en Hongrie, là, il y en a un qui est pas mal. Ou tu vas en Pologne, là. Quand on pense, je reviens d'Arménie, là. J'étais en Arménie et en Géorgie il n'y a pas très très longtemps. Et ce qui m'a le plus frappé, et je le dis aussi pour les gens qui nous écoutent, c'est que des pays de l'ex-Union soviétique se sont arrêtés en 1991. Se sont arrêtés en 1991 comme l'auraient fait les PECO chez nous, c'est-à-dire toute l'Europe, qui est toute l'ex-Union soviétique qui est rentrée dans l'Europe. Et se sont arrêtés, les bâtiments sont arrêtés, les routes se sont arrêtées parce qu'il n'y avait plus l'argent russe. Nous, vous avez la chance, vous avez un certain nombre de pays, l'Estonie, la Lettonie, les pays baltes, la Pologne, la République tchèque, la Slovénie, la Slovaquie, la Bulgarie, etc., qui ont eu un ressort considérable avec l'Europe. Et quand vous voyez ce que font les Polonais aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a la moindre reconnaissance de ce qu'a pu faire l'Europe pour ces gens-là, quoi? Mais c'est incroyable. Mais c'est exactement ça. Mais c'est le consommateur. Je veux le beurre, l'argent du beurre, etc. Donc nous, parle-moi d'éthique quand on s'est nés tous les deux au fond de la salle, mais pas dans une conférence comme ça. Je peux que te répondre. C'est pas le souci des gens qui nous dirigent de savoir s'il y a un Africain ou un Asiatique ou qui va mourir de faim parce qu'il a décidé X ou Y chose pour avoir un peu plus de voix. Excuse-moi, c'est très trivial ce que je viens de dire. Je m'excuse auprès des internautes. C'est trop nul ce que je viens de dire, mais c'est quand même un petit peu comme ça que ça marche de temps en temps, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question ou sinon on va clôturer parce qu'on a la possibilité pour ceux qui sont présents de prolonger les échanges. Christine. Elle a une question. Qui vient d'arriver sur le chat et puis elle est un peu dans la même lignée. Du coup, c'est Sébastien qui nous la pose et il dit « Aujourd'hui, les enjeux de l'agriculture sont nombreux, parfois convergents, mais l'enjeu climatique semble tout de même le plus inquiétant. Préserver le climat, c'est préserver l'agriculture. La politique européenne est-elle assez ambitieuse pour y arriver ?» À travers le Green Deal, oui, c'est sûr. Moi, je ne suis pas un expert du réchauffement climatique. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je vais vraiment mesurer mes propos parce que dès que vous parlez de ce genre de sujet, on vous traite très vite de climato-sceptique. Si vous voulez, c'est terrible comment, dès que vous dites oui, sur le climat, il n'y a aucun doute, ça se réchauffe, mais on pourrait faire un certain nombre de choses, vous avez des gens tout de suite pour vous montrer du doigt en disant on est passé de l'autre côté de la barrière. Il y a 10 ans, quand vous parliez du climat, vous montriez plutôt les gens qui vous parlaient du réchauffement climatique. Aujourd'hui, c'est l'inverse, pour beaucoup de choses. Donc, je dirais, le rôle de l'agriculture, il est fondamental. Il est fondamental sur le sol, sur la capture du carbone, et un certain nombre d'experts sont à dire que le carbone, la neutralité carbone passera aussi par l'agriculture, et essentiellement par l'agriculture. Et enfin, j'avais écrit un article dans la France agricole il n'y a pas très très longtemps là-dessus, notamment les Belges qui ont montré à quel point les prairies permanentes pouvaient capter du carbone et comment l'élevage pouvait être même positif sur le captage du carbone par rapport à l'ensemble. Mais ça, on n'en parle pas trop, quoi. On montre plutôt, on vous dit plutôt que les paies ou ce que vous voulez, les pétulances des animaux sont excédentaires en termes de carbone. Mais il y a aussi le pendant qui est ce qu'on cultive et comment on le cultive. Et je pense que tu as raison, c'est l'agriculture est fondamentale pour y arriver. Et là-dessus, même si on n'aime pas le Green Deal, on peut se dire qu'il y a un certain nombre de voies qui sont tracées, qui sont bonnes, quoi. Faut pas tout jeter, quoi. On est trop dans un monde binaire. Vous êtes, pour à peu près tout, sur tous les sujets, vous êtes blanc ou noir. Non, on n'est pas blanc ni noir. Et je reprends ce que je vous disais en tout début, et la première parole que je vous ai dit, je pense très souvent à Gabin, c'est que plus on avance, plus on s'aperçoit qu'on n'en sait pas assez et qu'on est humble. Les cours que je donnais il y a 30 ans étaient beaucoup plus tranchés sur les idées que j'avais. Maintenant, on y va
plus à tâtons en se disant il y a des solutions, il faut les trouver, mais il faut surtout les trouver ensemble. Il ne faut pas qu'il y ait des groupes de pression qui fassent de telle façon qu'on trouve des solutions et que ce soit leur solution et que le politique ou l'ensemble de la société trouve que les solutions sont ailleurs. Vous savez tout le débat qu'on a sur l'électrique, vous savez tout le débat qu'on puisse avoir sur le réchauffement climatique par rapport à l'agriculture, etc. Il y a des solutions, on y travaille et je pense qu'il y a des gens suffisamment intelligents qui y travaillent. Mais je reviens, et Xavier, on sera d'accord là-dessus, c'est le scientifique, quoi. Faisons confiance aux scientifiques et non pas aux apprentis sorciers qui vous disent souvent n'importe quoi et qu'à partir du moment où c'est relayé ou que c'est dit avec conviction, je reprends Hugo Frey, quoi. Hugo Frey qui vient vous expliquer que l'agriculture, c'est le topinambour quand même, et qui a la moindre crédibilité par rapport à des journalistes qui sont quand même connus, quoi. L'agriculture. Tous les scientifiques qui travaillent sur les solutions à amener, les propositions qu'on pourrait faire. Et votre sentiment, alors vous ou même... Ouais. Très courte là. Moi sur ce sujet-là, j'ai une réponse très courte. Tu parlais de la presse, il suffit de regarder deux catégories de presse. Il y a celle qui veut vendre du papier ou faire de l'audience et qui va trouver un tas de problèmes à l'agriculture. Et c'est sympa parce que dès qu'on trouve des problèmes, les gens vont les relever et ils vont s'agiter sur les réseaux sociaux et ça fait de l'audience. Donc ça, c'est la première presse qui est contre l'agriculture et qui fait de l'agribashing. Il y en a un peu moins depuis le Covid, mais il y en a encore. Et puis, il suffit de regarder une autre presse qui est la presse, le groupe La France Agricole, et qui ne fait que des articles positifs sur l'agriculture. Et quand il y a un problème qui est soulevé, à chaque fois, on montre des exemples qui permettent de répondre à ces problèmes ou alors les résoudre. Et c'est vrai qu'on est sur deux publics différents. Il y en a un qui fait peut-être moins vendre que l'autre, et c'est ça qui explique, quand on parle aux professionnels, ça fait moins vendre, ça fait moins de papier, mais on a des résultats. Alors la difficulté, Stéphane, c'est que le grand public ne lit pas la France agricole, ne lit pas la presse agricole. Donc, non, mais alors je vais me permettre une petite réponse. Le monde agricole a réussi à peu près tous ses défis, sauf sauf deux, la communication et le réchauffement climatique, très clairement. Il n'a pas réussi ça pour différentes raisons. Et je vous rappelle qu'on a eu un ministre de l'Agriculture qui s'appelait Philippe Vasseur, qui est assez connu dans la région. C'est un homme politique, c'est un banquier, etc., qui était ministre de l'Agriculture. Et je crois que c'est en 1996 ou 1997, il avait proposé effectivement de créer un fonds de communication dans lequel on mettait, l'État voulait bien mettre 2 millions de francs à l'époque, si la profession mettait 2 millions. Okay, donc ça faisait 4 millions. À l'époque, 96, 4 millions, tu faisais une vraie campagne. C'était sur le modèle des artisans. C'est la fameuse campagne des artisans. Et on avait fait une super campagne sur les agriculteurs. Bah, figure-toi que les 2 millions de l'État y étaient et la profession n'a jamais réussi à se mettre d'accord. C'est-à-dire qu'entre les banques, les assurances, les coopératives, les machins, etc., jamais tout le monde a dit mais c'est l'autre qui doit mettre, il est plus riche que moi. Donc on n'a jamais eu ce fonds qui aujourd'hui représenterait sans doute 8 millions d'euros, quoi. Mais t'imagines le chemin qu'on aurait fait. Et puis il y a eu un tournant dans l'opinion où effectivement il y a une espèce de vague, je ne vais pas dire verte parce qu'on va me taxer de tous les noms, etc. Mais il y a une espèce de vague sur l'environnement, sur le climat, à juste titre, qui nous a fait payer à nous, les agriculteurs et les gens qui travaillent dans l'agriculture, tout ce qu'on avait loupé depuis les années 80. On sait parfaitement, depuis le début des années 80, ce qui va se passer au niveau du climat.
Il y a eu des émissions sur Total il n'y a pas très très longtemps. Il y a des choses qui sortent dans la presse là-dessus. Et nous, plutôt que de prendre le problème à le corps, on a dit non. On a été à reculons. On n'a pas voulu assumer un certain nombre de choses. Donc ça a été une première erreur de communication, sans doute parce qu'on est très diversifié et qu'on n'a pas réussi à faire comme l'ont fait les artisans. La deuxième chose pour répondre, c'est que la presse, et j'en viens, et j'y ai travaillé longtemps et j'y suis encore de temps en temps, la presse, aujourd'hui, quel est le plus grand commerce du monde, quoi? Réfléchissez bien à ça, je le dis souvent aux étudiants, c'est la peur. C'est le plus grand commerce du monde. C'est-à-dire que plus tu fais peur aux gens, plus tu vends du papier, plus tu ceci ou ça. Donc en fait, on n'est pas sur des choses objectives, mais on est bien sur des choses, même si la peur peut être faite sur des choses objectives. Bien d'accord, le réchauffement climatique, ok, mais jusqu'où tu mets le curseur par rapport à ça? Jusqu'où tu mets le curseur? Alors, on a des spécialistes, hein, bon, on ne va pas citer les Élise Lucet et compagnie, mais dont le leitmotiv est avant tout la peur. Et tu as l'impression qu'effectivement, et quand on regarde avec Sylvie les journaux télévisés, c'est à peu près la seule chose qu'on regarde à la télé. Bon. Et quand tu sors, tu n'as plus envie, quoi. Regardons qu'est-ce qu'on a comme chose positive. Alors, il y avait Pernod. Alors, Pernod, il était gentil. Il y avait une partie où on voyait la France. Bon. Et tu t'aperçois qu'effectivement, on joue beaucoup sur la peur là-dessus. Nous, on n'a pas su le faire. On ne sait toujours pas le faire. Et c'est un peu dommage, mais on ne sait toujours pas le faire. On ne sait toujours pas le faire, sauf entre nous. Sauf entre nous. Et donc, on se sent persécuté. Le monde agricole s'est toujours senti persécuté. Et quelqu'un qui a peur et qui se sent persécuté, il devient violent. Ça, c'est toujours comme ça. Tous les sociologues t'expliqueront ça. Alors, plutôt que d'aborder, et il y a quelques-uns qui le font, qui abordent les problèmes de fond, je trouve qu'il y a un mouvement qui revient dans l'autre sens. Un petit peu avec ce qu'on a vécu avec le Covid. Je trouve qu'on a redonné quelques lettres de noblesse à cette agriculture. Alors, on la montre encore du doigt, mais je voyais ce matin, il y avait une émission sur RTL où on parlait des abeilles. Je m'attendais à ce qu'on dise, puisqu'il y a eu la récolte de miel en France est désastreuse. Bon. Et il y a eu un tout petit peu d'objectivité. On a commencé par dire qu'il y avait plu un petit peu et qu'il y avait gelé, donc il n'y avait pas eu de fleurs. Donc les abeilles n'avaient pas eu à manger et que quand ils n'avaient pas à manger, ils crevaient. Bon, ok. La deuxième chose, on a dit, il y a un animal qui s'appelle le varroa, qui vient décimer effectivement l'ensemble des ruches. La troisième chose qu'on a dit, c'est qu'on avait tellement importé d'abeilles de partout dans le monde, c'est qu'elles se phagocytaient avec les autres et qu'elles étaient beaucoup plus fragiles que les nôtres et que la mortalité pouvait venir des abeilles qu'on a fait venir de Chine, de Bulgarie, d'Amérique du Sud, etc. Et puis, on a fini par dire, et il y a peut-être un petit effet pesticide, mais c'était... Il y a 5 ans, on aurait commencé par dire ces agriculteurs qui font n'importe quoi, qui foutent du pesticide. Donc, je trouve qu'il y a un degré dans l'agribashing qui est très fort, qui est de moins en moins fort. Et je terminerai là-dessus, sur une note en disant j'ai un oncle qui est gardien de prison. Il me parle de prison bashing. J'ai un tonton qui est curé. Donc, tu veux que je t'en parle? J'ai un neveu qui est policier. Tu veux que je te donne le nombre de suicides de policiers? Si tu veux, si tu prends l'ensemble des professions, il y a du bashing dans beaucoup, beaucoup de professions, peut-être beaucoup plus. Il n'y a pas que de l'agribashing. Alors bien sûr, nous, on se sent particulièrement frustrés par rapport à ça. Mais regardez dans toutes les professions, ils ont aussi une espèce de sentiment de bashing. C'est-à-dire qu'on est dans un espèce de monde pervers qui passe son temps à faire du bashing un peu sur tout, quoi. Donc, à nous d'être un tout petit peu plus intelligents, et ce sera mon message de la fin, c'est que l'audace, c'est effectivement sortir de sa zone de confort, mais l'audace, c'est aussi de dire aux autres, stop, regardons ce qu'il y a de beau dans la vie. Sachons dire aujourd'hui qu'on mange mieux, que le monde va mieux, même s'il y a encore un champ du possible qui est considérable. Donc, arrêtons effectivement de nous auto-flageller sur à peu près tout. Et puis, bon, pour l'anecdote, simplement, parce que je vais aussi... si vous voulez avoir un petit peu d'idée sur ce que peut être l'Europe, je vous conseille simplement d'acheter un livre qui s'appelle Le Tour d'Europe des dynamiques agricoles. Ça sort... Attends, si j'ai la zapette, c'est dans... vous aurez la couverture en exclusivité parce qu'elle n'existe pas encore. Enfin, elle existe, c'est pas en vente, c'est pas celui-là, c'est le suivant. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez faire un beau cadeau de Noël et si vous avez les deux autres,
vous allez découvrir beaucoup de choses. Bon, simplement, ça, c'était l'anecdote, c'était pour vous faire un clin d'œil. Merci Stéphane de cette invitation. Merci à vous d'avoir été là. Merci à vous d'avoir été là sur Internet. Et puis, quand vous voulez, je suis à votre disposition. Si vous avez d'autres questions, faites-les passer. On peut applaudir Christophe. Merci Christophe. Merci Christophe, on achètera ton livre. J'espère que la prochaine fois, tu nous le dédicaceras quand on viendra à l'ISA. Ah non, mais bientôt, j'ai dit la prochaine fois. Pour la photo, il ne faut pas le masque. Bon, pendant qu'ils essayent de faire les photos, on va conclure quand même. On va remercier Christophe. En tout cas, tu nous as bien renseigné sur tes connaissances. Tu nous as ouvert plein de sujets de réflexion. Et donc, maintenant, c'est à nous de jouer avec le Club Agriculture de demain pour essayer de répondre du mieux qu'on peut à toutes les interrogations, les inquiétudes, mais aussi toutes les phases d'espoir que tu nous as ouvertes. Merci à toi, Christophe. Merci à tous. Et du coup, pour ceux qui sont présents dans la salle, il y a un petit pot de l'amitié, on appelle ça, je pense, ou un petit apéro à cette heure-ci, dans la salle en sortant sur votre droite. Donc, je vous invite à y participer. Voilà, et il nous reste à souhaiter une bonne soirée à tous les gens qui sont en visio. Au plaisir de vous revoir. Vous étiez à peu près 40 en visio ce soir.